Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais commencer cette présentation en exprimant ma profonde reconnaissance envers tous les membres du jury et ma joie de pouvoir échanger avec vous sur cette recherche. J'en profite aussi pour remercier les partenaires, hein, c'est un petit peu protocolaire, mais que sont le département de la Gironde, le ministère de la Culture et la communauté de communes de l'Estuaire, qui ont permis en fait que cette recherche se réalise. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais hop, passer à la diapo suivante. Soutenir une thèse qui se résume dans un titre un petit peu obscur et que j'aimerais avec vous expliciter, le projet de paysage comme cosmopolitique terrestre, retour d'expérience et perspectives mésologiques à partir de la mise en place d'une coopérative habitante de paysage en Haute-Gironde, comme vous l'avez dit, Nouvelle-Aquitaine, France. Et pour commencer ma réflexion, je voudrais partir de cette une du Monde qui nous alertait un petit peu avant l'édition du sixième rapport du GIEC, dérèglement climatique, l'humanité à l'aube de retombées cataclysmiques. Je pense qu'actuellement, cette actualité du dérèglement climatique nous impose tous une réflexion. Elle soulève de nombreux enjeux sociétaux, politiques, tant du point de vue effectivement des possibilités d'atténuation, voire d'adaptation. Mais ce monde en transformation rapide, hein, dont, comme dit Le Monde, avec des conséquences qui deviennent palpables bien avant 2050, me semble aussi nous amène à rendre sensibles différentes dimensions en fait qui ouvrent, qui nous forcent hein, presque au sens mécanique à ouvrir différents chantiers théoriques et pratiques. Et j'aimerais rendre ces chantiers un peu plus concrets en les faisant atterrir. Atterrir en partant d'un lieu pour l'illustrer. Alors un lieu absolument banal, hein, un lac au Canada, un lac à l'est de Toronto au Canada, le lac Crawford. Alors outre le plaisir de partager avec vous l'image d'un lac qui me ravive moi aussi la mémoire de ma vie outre-Atlantique, ce qui me semble intéressant avec ce site, c'est que c'est un site qui était un site de travail interdisciplinaire autour de la potentielle présence et de l'activité amérindienne. Et que en juillet dernier, ce lac Crawford a été sélectionné par le groupe de travail sur l'Anthropocène, hein, groupe de travail qui réfléchit à cette notion et qui a été nommé en 2009, pour devenir ce qu'on appelle le clou d'or. C'est-à-dire le point, le GSPP, hein, le point stratigraphique mondial, pour définir la possibilité d'une nouvelle entrée dans une nouvelle ère géologique, après donc l'Holocène. Et ce qui me semble intéressant ici, c'est tout d'un coup de voir un petit peu comment ce dérèglement climatique, quand on le fait atterrir, quand on revient au lieu, nous amène à différentes complexités palpables. Déjà, cette espèce d'enchevêtrement d'échelle de temps et d'espace qui tout d'un coup ramène ce géosystème Terre hein, global, ce globe, à une échelle locale de lieu jusqu'à la stratigraphie en fait du sol, toutes ces petites couches. Et donc comment en un lieu en fait de manière terrestre s'expriment toutes ces transformations rapides en fait qui nous imposent maintenant à non plus se penser comme société sur un socle mais plutôt au sein de complexes socio-écologiques dans une interaction dynamique, dans un tissage, hein, comme dit cette belle expression de Philippe Descola, dans un tissage de mobilier du monde. Et donc, ça pose des questions entre les individus, les sociétés et leur milieu, questions qui me semblent profondément paysagères. Ça me permet de tout de suite, en fait, définir ma position de locuteur. Je suis paysagiste, je dois confesser. Ce travail de recherche a été entamé après un processus critique de la fonction de ma pratique professionnelle. Et pour illustrer ça, je voudrais lier ma voix en fait à celle de Layani Karim, un jeune architecte paysagiste, hein, qui a été interviewé dans le magazine Social Terre de ce janvier 2024. Ce jeune architecte en fait participe à un collectif de citoyens qui s'appelle La Voix est libre, concernant une proposition alternative au projet d'autoroute si controversé de la 69 entre Toulouse et Castres, qui envisage d'artificialiser 306 hectares de terres agricoles. Et en fait, il dit, pour se présenter, après mes études, j'ai travaillé quelques années dans une agence de paysage et peu à peu, j'ai acquis un regard plus critique sur nos pratiques d'aménagement. Je me suis rendu compte que sous couvert de développement durable, le paysagiste était en quelque sorte la caution verte des promoteurs immobiliers. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de monter mon propre atelier. Ce qui me semble intéressant, c'est cette question, j'y reviendrai par la suite, peut-être de l'écart entre la question pédagogique et la question de la pratique professionnelle. Pratique professionnelle hein, dans une agence de paysage, agence normalement donc d'une notion complexe, heuristique, le paysage, et qui est tout de suite ramenée à la question de la pratique d'aménagement, comme s'il y avait un effet d'évidence entre l'agence de paysage et la pratique d'aménagement.
et finalement une forme d'identification d'une ambiguïté de cette pratique et de la figure paysagiste qui, sous couvert de développement durable, hein, donc nous sommes bien encore sur des sujets de monde en transformation, le paysagisme devient en quelque sorte une caution verte, sans utiliser la question du verdissement, de promoteur immobilier, donc inscrit dans une filière marchande économique, hein, rattachée à la question de l'aménagement du territoire. Et puis finalement, l'envie de faire une sécession, monter son atelier pour essayer de pratiquer autrement. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas monter un atelier, mais d'ouvrir un laboratoire. Ouvrir un laboratoire afin de porter des réflexions depuis, en fait, donc, le citoyen que je suis, touché par cette actualité, mais aussi de chercheurs et donc de praticiens de paysage pour ouvrir quel chantier théorique et pratique ces questions-là portent sur les questions des métiers de l'espace, hein, comme on appelle de manière assez générique, métiers de l'espace qui sont finalement dans nos sociétés très souvent identifiés et individualisés par rapport aux questions écologiques, qui sont plus rapportées à la question du dérèglement climatique. Et donc, avec ce constat finalement d'une réduction des questions paysagères au sein de cadrages et de catégories dualistes, c'est-à-dire d'ontologies qui font des oppositions entre les sujets, entre la culture et la nature, entre les sujets et l'objet. Euh, et une pratique en fait paysagiste fondée souvent sur des savoirs refermés sur eux-mêmes, qui s'auto-alimentent, et des épistémologies qui ne s'interrogent pas, souvent implicites. Ce qui m'a amené à réfléchir à un questionnement de recherche: comment penser agir le paysage depuis l'expérience habitante afin de mieux articuler enjeux démocratiques de la participation et enjeux environnementaux. En fait, la question est de savoir comment cette question des complexes sociologiques, on peut l'aborder depuis l'expérience première, on dirait moléculaire, hein, chez Deleuze, de cette relation, et donc de fait miser sur l'heuristique d'un couplage, hein, entre cette notion d'habiter et la notion de paysage, qui porte la question du projet de paysage, pour dépasser la crise de l'expertise moderne. Et finalement, interroger l'articulation entre la production des savoirs, mais aussi en fait l'action, les outils paysagistes, pour un petit peu en interroger les fins et les moyens dans nos sociétés. Et donc, je me propose d'ouvrir une recherche projet de paysage dans un processus de recherche de ce que nomme le sociologue Nicolas Lestrade en situation d'expérimentation. C'est-à-dire, en tant que chercheur, paysagiste-chercheur, m'inscrire sur un terrain avec différents acteurs qui participent avec moi de la construction de connaissances. Et sur ce terrain, j'ai construit une hypothèse pragmatique, hein, d'une sorte de chaînon manquant. Un chaînon manquant sur les territoires qui manquerait dans l'articulation entre l'institutionnel et l'habitant, et qui permettrait de venir travailler autrement la question du paysage. Et c'est en ce sens que j'ai fait une proposition, la coopérative habitante de paysage, en tant qu'expérience d'un projet de paysage alternatif, à la place d'un modèle, hein, le modèle de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage issue de la loi MOP. Ce que je vous propose en fait maintenant, c'est d'aborder un peu plus précisément les courants théoriques mobilisés dans ce travail, parce que c'est quelque chose auquel j'ai été attaché, d'aborder cette double question théorico-pratique, puis de voir un petit peu le terrain de projet, de recherche et de pédagogie, hein, pour essayer d'objectiver ma position et voir la démarche de recherche qui a été engagée et qui aboutit à trois situations paysagères, trois expérimentations sur lesquelles je reviendrai de manière un peu succincte, les ateliers transversaux de paysage, pour offrir les principaux résultats de cette recherche, les limites et perspectives, et ouvrir à la discussion. J'ai puisé aux sources de quatre courants théoriques, hein, en tout cas, on va dire plusieurs auteurs que je réunis autour de quatre courants, qui me semblent tous pourtant avoir un point commun, c'est d'essayer de reposer la question d'une ontologie d'un sujet individuel, séparé et face à un environnement. J'ai puisé donc aux sources du pragmatisme, hein, pour lequel la chose pensée doit être pensée dans ses interactions matérielles, dans les conséquences pratiques qu'elle peut avoir dans la réalité. Ce que j'ai appelé la socio-ontologie, hein, c'est-à-dire tous ces courants de pensée qui mobilisent l'intérêt de la question ontologique dans la question sociologique. Alors, je pense bien évidemment à la théorie de l'acteur réseau et des attachements autour des travaux du Centre de sociologie d'innovation de Bruno Latour et de Michel Callon, mais aussi ces travaux de l'anthropologue Tim Ingold qui nous réclament d'adopter le point de vue de l'habitant pour repenser cette proposition radicale d'un environnement sans objet. Et puis, en troisième courant, le paysage en tant que mésologie. Mésologie, une ontologie relationnelle du paysage dans l'ordinaire, hein, autour des travaux de Berck, hein, donc une ontologie éco-techno-symbolique, qui amène en fait à réfléchir autrement la question du complexe socio-écologique, et qui peut porter des auteurs comme Cyril Marlin, aujourd'hui ici présent, à réfléchir sur la question des mouvements associatifs, en fait, entre différents membres d'une situation paysagère ou personnages médiaux.
Et puis au final, le paysage comme complexe socio-écologique, un courant qui est au fondement en fait de ma formation et qui m'a toujours porté dans ma pratique, paysage comme complexe socio-écologique multiscalaire dans le temps et l'espace, situé et en évolution, avec une double dimension matérielle et immatérielle, hein, qui vient croiser en fait la dimension géographique et historique avec des auteurs comme Georges Bertrand, Serge Briffaut et Bernard Davas, mon directeur de thèse, dont je profite de remercier à ce moment. Ma pratique professionnelle m'a amené à travailler beaucoup sur des territoires à faible densité. Et il m'a semblé intéressant de venir explorer plus en avant ces territoires, hein, que l'on nomme malheureusement souvent de marge ou en marge, parce qu'il me semble en fait des territoires avec une très forte capacité d'innovation, parce que justement, sur ces territoires, il y a de la marge de manœuvre. Et donc aussi une capacité à offrir des possibilités d'observation, de relations un peu privilégiées entre des institutions et des citoyens. Et ces effets de proximité me semblaient pouvoir offrir un bon cadre de réflexion pour la recherche. C'est dans cette optique-là que je me suis tourné vers la Haute-Gironde et pour différentes raisons. C'est le territoire de la communauté de communes de l'Estuaire qui a accueilli au début l'expérimentation. Territoire avec une particularité situé tout au nord de ce département de la Gironde, c'est aussi un confin de confins. C'est-à-dire au sein même de ce territoire, il y a une multiplicité de fragmentations, de grands ensembles que l'on ne peut comprendre qu'à différentes échelles. Alors, on m'a dit que j'avais... Oui. Euh, euh, Partant en fait de l'estuaire de la Gironde, longeant par des marais poldérisés d'eau salée, une lisière de coteaux calcaires qui absorbe une grande enclave sur laquelle nous reviendrons d'un marais d'eau douce qui est l'exutoire de tout un bassin versant réseau hydrologique d'une discrète rivière qui est la Livenne, et sur un plateau sablonneux occidental, le début de la double Sainte-Augeuse. C'est un territoire particulier parce qu'il donne peu de capacité d'observation, euh, euh, comment dirais-je, distanciée. Et c'est un territoire qui nous offre tout de suite une mise en profondeur et qui est assez complexe à lire en première intention. Ce qui est intéressant aussi, il me semble, dans le cadre de cette soutenance, c'est de bien repositionner et d'objectiver mon positionnement en tant que praticien, chercheur, enseignant. En effet, l'ingénierie du projet, au travers d'un appel à manifestation d'intérêt, hein, émis par le conseil départemental de la Gironde, où j'ai tout de suite fait cette proposition de projet de coopérative habitante de paysage, m'a permis d'être à l'interface de plusieurs institutions. Donc, une institution, une communauté de communes, hein, de politique publique, donc ses élus, mais aussi ses chargés de projet, dans lequel j'ai pu développer des relations d'intérêt réciproque sans subordination. Donc, une sorte de travail de complémentarité. Un laboratoire de recherche, CNRS, hein, qui m'a permis d'éprouver des programmes de recherche. Et puis, un établissement d'enseignement supérieur, l'ENSAP de Bordeaux, dans lequel j'ai pu, avec mon collègue Alexandre Moissé, animer un atelier pédagogique autour du projet de paysage et du territoire. Et donc, un collectif d'étudiants est venu tous les ans sur les territoires. Cette interface directement au contact des habitants m'a positionné dans une certaine autonomie, avec une forme de liberté importante et une capacité d'observation qui a probablement beaucoup joué, en fait, dans le déroulé de la recherche. Et à l'instar de démarches sociologiques ou anthropologiques, j'ai fait le choix de m'installer sur le territoire et donc de déménager avec ma compagne en Haute-Gironde pour devenir paysagiste habitant. Et finalement éprouver la question de la quotidienneté sur cette histoire de projet de paysage habitant. Pardon. Et petit à petit, en fait, j'ai développé une connaissance du territoire par ce que j'appelais une stratégie de contagion. C'est-à-dire que j'allais de recommandation en recommandation. Si tu avais un endroit à me conseiller, si tu connaissais quelqu'un à me conseiller, à quoi es-tu attaché? Voilà, l'attachement a été pris de manière très simple autour juste de dis-moi à quoi tu tiens. Et puis, ça m'a permis d'explorer, grâce à des parcours commentés, une première approche du territoire qui progressivement m'a amené à identifier trois situations paysagères comme trois expérimentations que j'ai identifiées comme des ateliers transversaux de paysage. En fait, des situations qui me permettaient et qui m'offraient un potentiel de construction de différents collectifs, différents individus, personnes, acteurs, dans des situations différenciées à géométrie variable, en relation avec des politiques publiques. Et ces trois ATP m'ont amené vers un jardin citoyen implanté sur une parcelle privée au cœur d'un village animé par un collectif de personnes qui s'étaient présentées sans succès à des élections municipales. Des exploitations agricoles en transition au moment de la mise en place d'un projet alimentaire territorial par la communauté de communes de l'Estuaire. Et puis un marais, hein, celui de la Fergne, dont nous avons parlé un petit peu plus tôt, en déprise géré par un syndicat de propriétaires, qui est aussi une zone de préemption, hein, pour un futur espace naturel sensible du département et un site Natura 2000.
Dans le travail de thèse, hein, qui est composé de 2 volumes, ce travail manuscrit ici présent, mais aussi un site internet, j'ai travaillé sur la question d'une analyse par le récit des processus. Ici, pour la soutenance, j'aimerais surtout en fait essayer d'identifier des points saillants de la mécanique de recherche-projet afin d'esquisser premiers résultats, les résultats les plus importants. Aussi, il y a un biais de présentation, et j'ai essayé sur cette soutenance d'y remédier, c'est le fait de présenter toujours en isolé ces 3 ATP. Et pour essayer de faire comprendre que dans les interactions qui peuvent se jouer entre les individus au sein de cette recherche-projet, j'ai décidé de faire un focus sur un personnage un peu clé hein, dans le cadre de ce projet de coopérative habitante. Il y a eu des personnes plus investies, dont une maraîchère avec son exploitation, le jardin en équilibre, sur lequel j'ai essayé de montrer comment elle a pu intervenir tout le long de ces ATP et montrer un petit peu comment ont pu se croiser tous ces différents publics. Il s'avère que très tôt, hein, je rencontre un collectif de citoyens autour d'un jardin, autour d'un café associatif à Carteleg, que j'accompagne en fait à la création d'un jardin partagé, hein. Ils souhaitaient travailler sur la question de l'auto-alimentation et du jardinage sans intrants. Et petit à petit, en fait, en accompagnant ce collectif qui avait perdu aux municipalités, j'ai compris comment leur projet de lieu jardin était aussi en fait déjà un lieu ressource, un lieu qui permettait en fait d'avoir une montée en compétences générales des savoirs autour du jardinage agroécologique, mais aussi en fait ce que j'appelais un lieu catalyse, un endroit où finalement venait se nouer une sorte de fourmillement de nœuds mésologiques, de nœuds médiaux entre humains et non humains au travers de l'expérience du jardin. Et ce lieu catalyse, finalement, il n'était pas simplement fermé sur lui-même, mais ouvert à cet espace de la cité, hein, une sorte de citoyenneté. En fait, un jardin ouvert avec le café associatif aux autres individus à différents moments, des moments de convivialité, hein, comme ici à gauche à l'inauguration, mais aussi des débats sur des questions autour des transitions écologiques, hein, avec les jeunes de Youth for Climate sur une journée de la planète aux platines, où nous voulons des coquelicots, une permanence hein, autour de ce mouvement national avec différentes associations du territoire hein, qui interrogeaient la question des phytosanitaires depuis la beauté du monde. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que ce jardin était plutôt un jardin éco-citoyen. Et il s'avère que dans le cadre du projet alimentaire de territoire, hein, celui sur lequel je reviendrai, ces jardiniers ont eu la volonté de monter en compétence hein, cette question du jardinage agroécologique dans le cadre de l'autoconsommation, hein, de l'alimentation saine et durable et sans intrants. Et donc petit à petit, on a travaillé ensemble à développer différents autres jardins dans des situations diverses autour ben, de la formation, de la question de la pratique agroécologique. Et ça m'a a permis de créer différents lieux jardins hein, que j'ai nommés des foyers paysagers pour leur effet catalyse en fait. Pour l'histoire, pour se dire qu'il y a des lieux, mais ces lieux ne se résument pas à leur entité physique, mais il y a une forme d'activation d'une sorte de richesse paysagère qui se coordonne autour d'un réseau coopératif humain-non humain. Alors je vous ai donné juste une petite illustration, hein, faut bien essayer de le comprendre comme chaque jardin est un milieu, hein, au sens propre du terme. D'ailleurs, les jardiniers parlent du paysage du 4L jardin. Mais autour, par exemple, là, de graines hein, d'un jardin thérapeutique, le jardin d'Oreda, qui sont données et qui permet de préparer soit des ateliers de tomates, soit des journées pédagogiques avec les scolaires. Et qui crée en fait une sorte de réunion entre différents foyers autour de plusieurs activités coopératives. Ainsi, le jardin n'est pas le simple support de la pratique jardinière, mais la composition d'un complexe paysager selon différents attachements et arrangements collectifs. Et tous ces foyers paysagers se développent et se croisent à différentes échelles sur le territoire de Haute-Gironde, et ça constitue tout autant des collectifs socio-écologiques agissants, c'est-à-dire qu'il y a une forme de mise en pratique, d'action sur le territoire. Et ce réseau, en fait, permet de manière non conflictuelle d'ouvrir localement des espaces de débat et de réflexion et de peser sur des préoccupations partagées. Et puis, il participe aussi d'une montée en compétences des savoir-faire, hein, en renforçant et en légitimant des compétences habitantes hein, autour de ce que j'ai identifié comme le concernement, la capacitation et l'engagement. Dans un croisement, là, j'ai mis une image de 2022 sur un atelier de semis hein, proposé par justement cette maraîchère du jardin en équilibre. Veuillez m'excuser. À l'attention du réseau de jardiniers éco-citoyens. Il y a eu aussi un projet alimentaire de territoire, hein. Très tôt, en fait, la collectivité a voulu mettre en place un projet alimentaire de territoire qui, de manière simplifiée, essaye de coordonner la filière économique agricole hein, autour de la production, de la distribution et de la consommation, sujet brûlant s'il en est.
Et l'idée, en fait, ça a été de voir comment la construction de savoirs paysagers mésologiques pouvait apporter une autre manière d'aborder cette question-là. Et j'ai proposé en fait de travailler sur des savoirs-outils agro-paysagers, donc travailler en fait sur le sens et l'éthique de pratiques utilisant enfin, ce qu'on va appeler non conventionnelles, donc utilisant pas de phytosynthétiques au travers de différents arpentages, de parcours commentés avec des agriculteurs, avec l'idée de venir hybrider en fait différents registres d'informations liés au sens et à l'éthique qu'ils donnaient à leur pratique. Donc, ça va lier des questions géographiques, mais aussi des questions pédologiques, avec des paroles toujours situées, hein, basées sur le discours, liées à tout d'un coup à des attachements discrets hein, de relations du complexe socio-écologique, comme la réapparition de nids d'oiseaux dans les ceps de vigne suite à l'arrêt des traitements pour un couple de viticulteurs qui tout d'un coup, au moment où à chaque fois réapparaît une émotion qui rappelle les souvenirs avec les grands-parents. Et puis la rencontre avec un collectif de vidéastes m'a permis de travailler sur un nouveau format, changer de médium autour du cinéma et proposer en fait un film de recherche avec la vidéo qui permet de, bien sûr d'hybrider encore mieux tout ce complexe socio-écologique et de le rendre plus sensible au travers de différentes situations. Et en fait, ça a amené à créer une sorte de collectif entre donc des vidéastes paysagistes, des agriculteurs, des jardiniers dans différentes situations sur le territoire, distribués, créant ainsi une mise en sensibilité d'une autre approche de la question agricole hein, autour des paysages nourriciers. Hein, c'est l'expression de la philosophe Corinne Pelluchon. En, en ce sens qu'en fait, leur investissement, et c'est plus un sens de vie mésologique que juste une filière économique. Et ça a permis en fait d'enrichir et de complexifier l'approche alimentaire. Ainsi, les portraits paysagers explorent et rendent sensible localement la complexité paysagère mésologique en ne réduisant pas les dimensions agricoles à la simple production de filières marchandes. Et ils construisent en fait un commun paysager par les attachements. Hein. J'ai pu observer combien en fait ces agriculteurs qui ne se connaissaient pas se sont retrouvés en fait dans certains sens habitants et certains attachements. Et donc ça a suscité des coopérations informelles au sein des agriculteurs et une implication importante malgré des emplois du temps importants. Et puis ça apporte d'autres dimensions, bien sûr, aux pâtes, mais j'ai pu observer la difficulté à sortir hein, des dimensions purement techniques pour la collectivité et les partenaires. Et je pense que ça, c'est un point qu'il faudrait retravailler sur le temps long pour essayer d'accompagner différemment sur cette réflexion sur différents points. Et ce qui me semble, pour revenir sur la maraîchère donc, du jardin d'équilibre, hein, je vais lui donner un nom parce que Valérie Gandray, ce qui est intéressant, c'est que ça a eu un effet sur sa trajectoire personnelle, en fait. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une légitimité à participer à cette question d'un projet alimentaire et elle a postulé à un poste de chargé de mission autour d'un projet alimentaire de territoire sur une communauté de communes voisines en supplément de son activité de maraîchère. Et puis l'atelier transversal des trois portes du passage hein, sur un marais avec beaucoup de conflits d'usage liés à une situation d'un marais en déprise usagère, hein, d'un monde agricole et d'un futur espace naturel sensible. Et c'est j'ai fréquenté assez longuement, comme il se nomme, des amoureux de ce marais de la Vergne, de ce jardin de la Vergne, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'y jouait, ce qui s'est noué, quelle était la complexité socio-écologique de ce marais de la Vergne. Et j'ai rencontré, dans le cadre d'un spectacle autour de la disparition des iloutes sur l'estuaire de la Gironde, un collectif d'artistes, nous autres, autour d'un spectacle 13, ce qui m'a amené à leur proposer de construire un conte paysager, pardon euh, inspiré en fait d'expériences autour d'enquêtes de figures du Marais et qui a permis en fait de mettre en spectacle ces contes paysagers. Et tout le processus de spectacle de contes a permis de créer un collectif entre là pour le coup des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des artistes et aussi une maraîchère. Et j'aimerais là, autour de cette image, souligner en fait l'importance dans ce projet de paysage de ne pas clore les dispositifs. En fait, toute la coordination se fait autour de différents objets intermédiaires, hein, outils, lieux, paysagers, mais finalement, dans l'épaisseur de la quotidienneté se nouent en fait énormément de choses dans cette question de ces dimensions relationnelles. Et là, comme par exemple, Valérie nous a amené les premières fraises de saison. Et à ce moment-là, en fait, pour celui qui est attentif, se noue un jardin en équilibre d'une maraîchère avec un marais de la Vergne et des enfants scolaires qui viennent pour un spectacle et des artistes. Et je pense que c'est toute cette dimension de l'épaisse banalité de la créativité du quotidien qui est un point très important et très difficile en fait à aborder, à expliciter, sur lequel il me semble important. Ainsi, les contes paysagers sont un savoir-outil non représentationnel hein, qui explore l'épaisseur existentielle des relations au lieu et que la récolte de paroles habitantes a permis de comprendre.
En tout, ils permettent l'accès et la légitimité à la sphère publique d'expériences médiales négligées, voire marginalisées, hein, comme la figure du braconnier, hein, qu'on a voulu pousser un petit peu plus loin avec l'artiste David de Souza. Et finalement, tant dans le processus de création et de diffusion, elle participe d'un commun paysager et qui a permis d'aborder autrement la question entre les parties prenantes, hein, avec l'abandon peut-être d'un plan de gestion, hein, vu le niveau de conflictualité, et comme par exemple la création en 2025 d'une porte vers le marais de la Vergne à Étolier. Il vous reste 5 minutes. Merci. Les principaux résultats me semblent être de deux niveaux. Un premier niveau autour d'une réflexion plus générale sur le projet de paysage. Projet de paysage qui me semble, là, en visant une participation habitante dans une perspective démocratique, hein, à devoir renforcer en fait les compétences de l'habité. Hein. Ces compétences habitées, hein, dont je parlais, le concernement, la capacitation et l'engagement, pour viser à développer une citoyenneté paysagère. Cette citoyenneté paysagère, en fait, elle se fonde sur une montée en savoir, en connaissance, hein, pour augmenter ses compétences citoyennes, et autour de savoirs paysagers, en fait, qui, au fur et à mesure qu'ils se construisent, ne font pas distinction entre le savoir et l'action, et reposent en fait sur une éthique de la connaissance qui va s'attacher à l'importance relationnelle. J'aime beaucoup cette expression de Serge Briffaut qui parle de fouillis paysager, c'est-à-dire qu'on approche cette complexité. Finalement, leur co-construction en collectif participe d'une compréhension et d'une reconfiguration relationnelle entre humains et non humains, entre les gens, les lieux et leurs liens. C'est en ce sens que ça participe à un projet de paysage. En développant une contre-culture paysagère située, il participe d'une forme d'empouvoirisation, hein, le mot francophone d'empowerment, permettant d'agir en dehors ou à côté de l'institution, voire de l'influencer. Ce qui amène à une sorte de nouvel appairage pour les territoires locaux, hein, autour du bricolage collectif et de la diffusion de ces avoirs-outils paysagers, d'un entoilage de lieux, hein, avec une trame de foyers paysagers et d'un tissage de collectifs socio-écologiques agissant ensemble rassemblés. En deuxième niveau, je pense que ça interroge aussi les pratiques, hein, les praxis socio-écologiques du paysagiste, qui se retrouvent dans mon analyse au niveau de trois plans de pratique. Une première, réflexive et critique, hein, donc scientifique, permettant la traduction et la production de données de matériaux. Une deuxième plus artistique, hein, autour de différentes interventions au sein de situations paysagères et créatives, hein, avec un savoir-faire d'improvisation et d'opportunité pour participer aux différents processus. Et une troisième que je qualifierais d'ordre politique, en affirmant un positionnement de collecteur de collectifs socio-écologiques dans l'entrelien. Ce qui m'amène à réfléchir à un modèle de figure de pratique paysagiste, peut-être autour d'autres figures que celui de l'architecte. Et c'est la figure de l'animateur socioculturel qui m'a semblé le plus correspondre à ce qui s'était passé. Et je propose en fait ce modèle de la praxis paysagiste d'animation socio-écologique sur la base des travaux de Jean-Claude Gillet autour de trois polarités. Hein. Le paysagiste habitant, hein, qui a des fonctions sémio-ontologiques, hein, qui participe du sens que les gens donnent au monde qu'ils pratiquent. Du paysagiste chercheur, hein, par l'élaboration réflexive de différentes connaissances qu'il met en accès et en discussion et rend sensible différentes dimensions mésologiques. Mais aussi un paysagiste praticien dans une pratique spatio-créative. Et ce qui me semble intéressant, en fait, c'est le barycentre. C'est ce point D, hein, qui a une capacité en fait de se déplacer au sein même du triangle et donc de développer une multiplicité de figures de pratique. Pour illustrer un petit peu, hein, ce paysagiste habitant, c'est celui qui va tout d'un coup rencontrer des amoureux d'un marais et qui va réduire la distance entre lui et le milieu dans cette expérience habitante, hein, dans cette épaisseur mésologique habitante. Mais c'est aussi le paysagiste chercheur, hein, donc, qui va construire et produire ces outils qu'il va mettre en débat, ou ce paysagiste praticien qui tout d'un coup va coordonner des chantiers participatifs autour du dessin d'un jardin partagé. Ainsi, le projet de paysage, tel que l'expérimenté, s'apparente à un processus dynamique et adaptatif qui opère par émergence et ajustement à l'épreuve du paysage, c'est-à-dire des différentes compositions de liens tissés au sein de collectifs socio-écologiques, mêlés d'affects, d'imaginaire, d'usage et d'attachement au lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je soutiens devant vous cette thèse d'un projet de paysage milieu comme cosmopolitique terrestre. Pour ouvrir notre discussion, je vous propose de souligner quelques limites et perspectives à ce travail. Euh, En premier, ce chaînon manquant, imaginé comme une coopérative habitante de paysage, hein, qui faisait le lien entre l'institutionnel et l'habitant, a abouti à une association, hein, Visage Paysage, qui est une sorte de préfiguration de la CHP, donc de la coopérative habitante de paysage, qui est un réseau coopératif. Et en fait, ce réseau coopératif a plutôt mis l'accent sur la question des savoirs et des connaissances paysagères. Hein, en fait, ce qui a vraiment ramené et attiré et impliqué les personnes, c'est cette question des savoirs paysagers. Et donc, avec la volonté plutôt de construire une université populaire de paysage sur la démultiplication de la construction de savoirs paysagers locaux.
Et là, je vous ai mis une illustration du premier festival de paysage des mondes des vivants qui a eu lieu à Étolier en octobre de l'année dernière, durant la rédaction de ce manuscrit de thèse, autour du thème de jardin. Mais voilà, pour vous dire qu'en fait, cette production est en train de construire quelque chose et c'est nécessairement, elle s'inscrit sur un temps très long et je pense que beaucoup de résultats ne pourront être évalués que dans plusieurs années. Puis bien sûr, la question du modèle économique euh, que soulève en fait cette pratique du projet de paysage. Et j'utilise cette illustration parce que dans le cadre donc de l'atelier pédagogique, on a fait venir différents praticiens qui essayent d'innover un peu de cette manière sur cette question d'explorer de nouveaux outils pour lier savoir et action. Et ce qui me semble particulier, c'est plusieurs choses. Le premier, c'est que un des points communs, c'est que tous ces gens-là travaillent en collectif. C'est-à-dire qu'ils viennent se réagencer au sein de différentes capacités hein, entre des sciences politiques, des artistes, des architectes, des paysagistes, et ils viennent en fait hybrider leurs pratiques volontairement. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute une figure de l'architecte qu'il faut repenser dans le cadre paysagiste. Et puis, dans ces pratiques, en fait, des intuitions communes, hein. Là, Alexandra Cohen, donc de la coopérative d'urbanisme culturel Questa, nous présentait en fait le travail qu'ils ont mené autour de la vallée de la Vilaine, dans le sud de la métropole rennaise. Suite à une levée de bouclier sur un projet de l'agence Terre paysagiste, elles ont mis en place diverses activités de réflexion autour de pratiques de savoir et elles se posent la question de la mise en place d'une future coopérative habitante de paysage, ce qui ouvre donc d'autres territoires d'expérimentation autour de ces modes de gouvernance. Et puis, je voudrais terminer cette intervention par les ateliers pédagogiques. C'est une boîte noire de mon travail. C'est une boîte noire parce que c'est un sujet qui va demander un travail à lui tout seul. Néanmoins, il me semblait important d'ouvrir ces questions-là parce que, comme Karim Layani le fixait, il y a vraiment un enjeu à articuler cette question pédagogique et cette question des études avec la question de la pratique. C'est sûr que ces ateliers hors les murs ont été d'une richesse inouïe et pour les étudiants et pour les enseignants et pour les personnes du territoire. Et ce qui me semble en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, les établissements d'enseignement et les écoles de paysage sous-estiment leur capacité à prendre part en fait à ces mondes en transformation, à ces mondes à venir, et que finalement toute cette question-là de la pédagogie et de ces relations devrait être soulevée. Et en particulier en fait dans les liens que peuvent tisser dans le cadre du projet de paysage les sciences et les praticiens. Et d'ailleurs, à ce titre-là, avec mon collègue Alexandre Moisset, nous avons fait venir une anthropologue, Madame Lasmen, Marie-Ange, pour venir travailler à une autre manière, parce on s'est bien rendu compte que les étudiants avaient une difficulté dans cette capacité à valoriser l'expérience ordinaire qui semble tellement banale et qui pourtant, il est important de remettre sur le devant de la scène. Voilà, je vous prie de m'excuser, j'ai un tout petit peu débordé, mais j'ouvre ça à la discussion.